Euh, Ce que je vous propose, bah, c'est qu'on démarre, hein, puisqu'il est, il est 16 heures. Dernière conférence donc, de ce cycle de conférences qui a été organisé par plusieurs partenaires, qui avait pour thème donc transformer et développer son entreprise dans un monde incertain. Donc, je suis très heureux de clôturer avec Mathieu ce cycle. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Mathieu d'avoir accepté d'animer avec moi cette conférence, donc qui a pour thème les stratégies de rebond. Pour commencer cette conférence, je vais commencer un peu par une allégorie, c'est celle du lion, de la gazelle et du lapin, que vous connaissez peut-être. En fait, ces trois attitudes de ces trois animaux face à la complexité et face au danger euh, sont des attitudes qui sont assez classiques face à la difficulté. Donc, vous avez l'attitude du lion à la défense du territoire, l'attitude de la gazelle, qui est celle de la fuite, hein, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et ce que vous connaissez certainement, l'attitude du lapin, qui reste figé, immobile face au danger en attendant que ça passe. Alors évidemment, ces trois stratégies ne sont malheureusement pas très efficaces dans un contexte incertain, et ce qu'on va poursuivre avec vous, c'est essayer d'entrevoir les stratégies qui se sont montrées les plus efficaces lors des crises précédentes, qui peuvent être comme la crise que nous traversons, allons traverser, qui est une crise un peu globale, un peu systémique, mais qui peuvent être aussi des crises plus sectorielles ou des crises liées à des sauts technologiques, par exemple. Euh, Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Hop là, on va se présenter rapidement. Mathieu, je te laisse te présenter et présenter tes trous. Bonjour à tous, merci Claude pour ton invitation. C'est un sujet qui est au cœur d'actualité. Je dirige Tétro que j'ai créé il y a bientôt 10 ans. C'est une entreprise qui est basée à Lyon et à Paris, qui a pour obsession les imaginaires créatifs sous toutes leurs formes et vraiment le monde des créateurs. Et à partir de là, donc, on a développé trois terrains de jeu. Un terrain de jeu qui s'appelle Tétro, qui est une agence de services qui amène des solutions créatives pour valoriser les marques et les territoires. On a à côté de cette agence un autre silo de production artistique où on initie et on réalise des projets artistiques en France et dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un silo tourné vers le monde de la culture et qui fait naître des images autour de la lumière, du design, du cinéma et de la danse dans différents territoires. Donc, ce double terrain de jeu, Tétro Agence avec un marqueur événementiel très fort et Tétro Plusa comme artiste avec un marqueur artistique et culturel très marqué. Vous aurez compris que le twister de la crise Covid qui nous a envahis nous a percuté très fortement. Et c'est vrai que du coup, la question du rebond se pose toujours. C'est vraiment une réflexion qui est in progress, qui a été largement été étayée et accompagnée par Claude. Donc, c'est une discussion qui a été ouverte il y a plusieurs semaines au cœur de la vague. Donc, on n'a vraiment pas attendu que la vague passe. On s'est pris à bras le corps pour la contrer et se reconstruire. Et je pense, vu que c'est une problématique qui est très ouverte, qui concerne de très nombreux créateurs, de très nombreux chefs d'entreprise, il me paraissait essentiel de partager ces réflexions parce qu'elles sont in progress, mais si elles peuvent servir à d'autres, je serais ravi en tout cas. Merci, merci à toi, Mathieu. Pour ma part, donc je suis Claude, je suis associé au sein du cabinet Advent Partners et nous avons pour mission dans le cabinet d'accompagner les PME dans leur développement et en travaillant en synergie sur plusieurs activités que sont, par exemple, le marketing, le développement commercial, mais aussi les dynamiques collectives, la gestion et la finance. Et Alpan donc exerce principalement auprès de PME et exerce depuis 2013.
Alors, on a un programme relativement dense, donc je vous propose de démarrer de suite. Alors, le titre de la conférence, c'est 9 plus 1 stratégie de rebond. Donc, vous aurez dans cette présentation 9 parties, plus une dernière partie qui sera une ouverture sur des réflexions. Première stratégie de rebond. C'est se concentrer sur son cœur de métier. Alors pourquoi se concentrer sur son cœur de métier? Parce que c'est la façon la plus immédiate finalement d'obtenir un rendement optimal. Lorsqu'on maîtrise ses activités et lorsqu'on maîtrise ses projets, c'est là qu'on a le plus de chances finalement d'obtenir des projets qui dégagent une rentabilité assez suffisante. Et c'est pour ça qu'il semble très important de se concentrer sur son cœur de métier. Par contre, ça ne se fait pas, c'est pas si évident que ça. Et je vais pour ça vous prendre deux exemples pour vous expliquer un peu la démarche. Donc, il y a 15-20 ans, révolution sur le marché de la photographie avec l'apparition des capteurs numériques, donc l'apparition de la photographie numérique. Alors, ce qui est connu comme histoire, c'est l'histoire de Kodak, puisque Kodak est un des inventeurs finalement de cette technologie de prise d'image numérique, et Kodak décide finalement d'abandonner cette technologie ou en tout cas de ne pas la développer car il estime que son métier c'est de produire de la pellicule photo et que donc le développement de cette technologie mettrait à mal son activité de vente de pellicules photo. Donc, alors cette histoire est assez connue, je ne vais pas la développer plus ici. Moi, j'aimerais plutôt vous parler de Fujifilm parce que Fujifilm finalement était à cette époque-là, à l'époque de la pellicule photo, un des grands concurrents de Kodak et développait aussi des films photo très connus. Mais Fujifilm a eu une attitude assez différente vis-à-vis de cette nouvelle technologie de la capture numérique et a choisi finalement, il s'est posé la question de son métier, de quel était le sens de son métier et a établi que son métier, c'était de permettre à ses clients, soit d'immortaliser des moments forts de leur vie, soit de créer au travers la création photographique. Et à partir du moment où ils avaient repensé finalement quel était leur métier, eh bien ils se sont lancés de façon très résolue dans le développement de cette technologie numérique jusqu'à devenir aujourd'hui un des acteurs phares de cette technologie numérique pour la photographie. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ce travail sur le cœur de métier, c'est d'abord de travailler, et notamment de façon très collaborative, sur la vision, c'est-à-dire définir ensemble avec son équipe quel est véritablement notre métier. Puis ensuite, c'est de faire un mapping des activités. Parce qu'au sein d'une entreprise, y compris dans une PME, vous menez finalement une multitude d'activités. Certaines sont des activités phares que vous avez développées de façon importante ces dernières années. D'autres sont des activités que vous menez qui ne sont pas forcément des activités pour lesquelles vous êtes aujourd'hui reconnu ou que vous avez cherché à développer, mais qui néanmoins peuvent avoir des atouts dans le contexte actuel. Et à partir de là, c'est de choisir un certain nombre d'activités qui seront des activités focus sur lesquelles vous allez concentrer finalement l'énergie de votre entreprise dans les prochains mois, et vous allez y concentrer de l'énergie parce que ce sont des activités que vous estimez porteuses. Alors peut-être Mathieu, tu as un petit commentaire là-dessus parce que vous avez quand même mené une réflexion sur le métier qui est le vôtre. Nous, on était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la partie agence de Tétro est la marqueur événementiel qui est très fort. On est identifié par ce métier-là. C'est une filière qui a été dévastée très tôt et très fortement, et sur un temps qui va être très long aussi. Et par conséquent, on avait heureusement en fait diversifié et réfléchi à diversifier l'activité. Et c'est vrai que cette question en fait du métier s'est posée très fortement et on a dû analyser en fait tous les points de force qui caractérisent la marque Tétro et notre entreprise aujourd'hui.
à un point dans un temps de crise, en fait, il y a une envie de diversification à outrance et d'éparpillement total. Et puis, il y a aussi et surtout un réflexe de recentrer les choses. Et c'est vrai que notre ADN, c'est la création et les créateurs. C'est vraiment valoriser tout ce qui sort des imaginaires des créateurs. Et du coup, on s'est absolument recentré là-dessus, comme le pilier central de l'entreprise, comme l'ADN en fait est le corpus principal de Tétro. Et ce corpus-là, ces créations au pluriel, elles peuvent s'exprimer par des événements et plein d'autres choses, par des temps longs et des temps courts. Et du coup, ça nous a déjà rassurés. Parce que en fait, la crise n'a pas tué en fait l'ADN de l'entreprise. Et après, c'est une question de mise en scène en fait, et c'est une question d'occasion, et c'est une question d'offre. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce recentrage-là autour des créateurs, il était déjà très présent, mais on le ressouligne encore plus. Et à partir de là, en fait, on a souhaité faire remonter toutes les références non événementielles qui sont déjà là, en fait. Mais les images événementielles et de production culturelle étaient tellement fortes qu'elles rendaient illisibles, en fait, plein d'autres références qui sont déjà là. Donc, c'est vrai que ce travail uniquement d'architecture, en fait, et d'écriture de demain nous a permis d'avoir un nouveau point de démarrage pour faire face à ce contexte incroyable et surtout pour construire demain de manière positive. OK, merci beaucoup Mathieu. On va continuer par le deuxième axe stratégique qui est de se concentrer sur ces marchés cibles. Alors, la logique, elle est exactement la même. Pourquoi se concentrer sur ces marchés cibles? Parce que finalement, ce sont des marchés qui sont accessibles plus rapidement. Ce sont des marchés connus, c'est-à-dire vous en connaissez les contraintes, vous en connaissez les codes, vous en connaissez les atouts. Et c'est donc les marchés sur lesquels vous pouvez obtenir des résultats le plus rapidement possible. Par contre, ces marchés cibles ne sont pas toujours forcément identifiés de façon très claire, y compris dans une PME. Et il y a une réflexion là aussi à mener et notamment une segmentation à faire. Alors cette segmentation, elle peut porter sur plusieurs critères, mais surtout elle vise à créer des groupes homogènes de clients, de prospects qui rencontrent finalement des besoins qui sont relativement similaires. À partir du moment où la segmentation est réalisée, on a une deuxième étape qui consiste à identifier les segments les plus résilients. Alors, un segment de clients de prospects va être résilient parce que il est relativement peu touché par la crise, par exemple, mais aussi parce que ce segment rencontre des besoins très particuliers dans cette situation. Et en fait, on va donc identifier et isoler des segments résilients sur lesquels on va choisir d'explorer un peu plus à fond. Et ensuite, on va identifier des pain points, c'est-à-dire globalement, c'est se poser la question et travailler en empathie finalement avec ses clients et de se poser la question de quelles sont leurs préoccupations dans le moment que nous traversons et quelles sont les solutions que nous pouvons leur apporter. Alors peut-être que là aussi, Mathieu, tu peux nous dire un peu ce qui est sorti de vos réflexions. C'est un scan qu'on a fait dans le détail. En effet, c'est voir, il y avait un travail d'attention déjà de notre écosystème, voir comment notre écosystème se porte. Et on s'est aperçu qu'il y avait des contrastes très marqués d'une filière à l'autre, d'une personne à l'autre aussi, d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est un travail qui a été long, qui n'est pas terminé parce que les conséquences de la crise sont encore là. Mais c'est vrai qu'au fil des réflexions, et c'est vrai qu'on a fait de manière collaborative avec toute l'équipe, on a pu vraiment définir les segments qui sont les plus résilients face à la crise, les segments qui sont les plus porteurs dans le rebond qu'on est en train de vivre, et les segments qui sont les plus accessibles, parce qu'il y avait un problème aussi de connexion avec les clients, les partenaires, les prospects, qui étaient très variables en fait. Et de ce scan-là, nous, on a identifié en fait 3 terrains de jeu
prospectifs qui sont l'immobilier qui était historiquement là, mais que du coup, on va travailler complètement différemment. La filière luxe, donc pour laquelle on a déjà un développement qui était déjà là aussi, et c'est une filière qui n'a pas arrêté tous ses projets pendant la crise, donc c'était un des marqueurs forts. Et la question des territoires au pluriel, donc c'est tout ce qui correspond aux villes, aux quartiers, aux villes françaises, européennes et internationales, parce que là aussi, la crise a touché les territoires de manière très différente. Et du coup, cette variété de territoires nous permet de mieux réfléchir à demain. Ok. Merci, merci Mathieu. Troisième axe stratégique, c'est de privilégier les activités à rendement immédiat. Alors, cet axe, en fait, il répond aux deux premiers. Alors, pourquoi cet axe? Parce que ce qui est très, très important dans ce contexte, hein, ça va être d'obtenir des victoires rapides, de restaurer aussi la rentabilité de vos opérations. Comment on procède pour cet axe, hein, c'est qu'on forme à partir des réflexions des axes 1 et 2, on forme en fait des couples activités cibles, peut-être 2 ou 3. Lorsqu'on est vraiment dans une PME, on choisit 2, 3 couples. Après, ça risque d'être un peu compliqué, sur lequel finalement on va focaliser là encore l'énergie. À partir de ces couples activités cibles, eh bien, on établit finalement une offre très précise dédiée à des segments qu'on a choisis. On va travailler sur des outils marketing dédiés. Et là, c'est un point de vigilance. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de faire des outils et de construire des outils relativement simples. C'est une présentation commerciale, c'est une landing page, c'est peut-être quelques posts sur les réseaux sociaux, quelques blog posts, peut-être une petite vidéo, mais des choses relativement simples et relativement rapides à construire. Parce que ce qui est très important ensuite, c'est de confronter en fait finalement ces offres que vous avez conçues, de les confronter assez rapidement au marché, de les tester auprès de clients, auprès de prospects pour avoir des retours et pouvoir affiner votre stratégie. Mathieu, peut-être un petit mot là-dessus aussi. Alors, on a appliqué exactement ce processus, donc les 3 territoires, donc c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et à partir de là, en fait, on a embarqué toute l'équipe sur une modélisation de nouveaux supports, d'un reformatage en fait et d'une réécriture de ces 3 territoires pour aller rencontrer les prospects et les clients surtout, parce qu'on s'est concentré sur les clients actuels évidemment. Et à partir de là, ce qui est très important, en effet, c'est de passer de l'écriture intellectuelle à la réalité du terrain. Et là, de confronter, comme le disait Claude, ces nouveaux messages, cette nouvelle approche pour avoir un écho, en fait, et un contre-regard. Donc ça, on est en plein dedans, en fait. On est en train de faire ça. C'est assez passionnant parce que ça permet de révéler aussi une autre facette de l'entreprise. Ça permet de voir aussi le niveau de bienveillance des clients qui est assez spectaculaire. Donc ça fait du bien. Alors on a tous besoin d'énergie positive en ce moment et les clients ont besoin aussi de vibrations positives. Donc c'est ce moment d'échange qui permet d'avancer, d'affiner aussi l'écriture de ce nouveau storytelling et de cette nouvelle offre. Et puis, on a encore tout à faire, mais c'est plutôt très actif. Oui, c'est plutôt très actif, ça c'est vrai. Donc quatrième axe stratégique, c'est renforcer son image de marque. Alors renforcer son image de marque lorsqu'on annonce cet objectif, c'est un peu comme si on montrait une photo de l'Himalaya. Néanmoins, on peut faire des choses intéressantes rapidement et qui portent leurs fruits. On va vous montrer des choses dans quelques instants. Alors, pourquoi cet axe stratégique? Parce que une image de marque forte, hein, c'est aussi la garantie de pouvoir vendre au prix. Ça, c'est un aspect très important. Les crises sont toujours favorables aux stratégies de dumping, donc il va y en avoir sur tous les marchés. Quand bien même, au regard des études que nous avons consultées, quasiment jamais ces stratégies de dumping n'ont été efficaces en période de crise pour une raison simple, c'est que une stratégie de dumping, pour être réussie, elle repose sur
sur une stratégie de volume, c'est-à-dire que vous devez augmenter de façon très sensible le volume de vente pour pouvoir espérer restaurer vos marges que vous avez perdues par la baisse des prix, et que dans une période de crise, bah, finalement, la contraction des marchés fait que le volume est très difficile à développer. Alors, comment on fait ça? Je vais être très rapide parce que je crois que le mieux, ça va être de regarder l'exemple de ce qu'a fait Mathieu avec son équipe. C'est vraiment de se montrer créatif parce que globalement, il y a un adage qui dit personne ne fait d'affaires avec quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, si vous voulez faire des affaires, en fait, il faut vous montrer que vous allez bien. Et sans doute la meilleure façon de montrer que vous allez bien, c'est de projeter en fait sur votre entreprise des images qui soient positives. Donc, se montrer créatif, c'est prendre des initiatives. Donc, ça veut dire aussi savoir prendre des risques et aller sur des territoires sur lesquels parfois vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Et puis, c'est de communiquer. Alors, l'autre jour, j'ai rencontré un dirigeant qui me disait là, tout le monde communique en ce moment. Ah, c'est pas tout à fait vrai en fait. Les budgets communication sont très faibles en ce moment et les prises de parole sont certes nombreuses, mais les prises de parole différentes sont ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, si vous arrivez à projeter quelque chose de positif et de différent, c'est intéressant. Mathieu, je vais projeter le petit film et puis je te demanderai de commenter ensuite cette opération. C'est un petit GIF qui vous présente le projet Destination Inconnue. C'est un concept qu'on a imaginé au cœur de la crise, en plein confinement en fait, où chacun était isolé chez soi. Et on sentait que toute la filière des créateurs était en souffrance absolue et qu'on avait tous aussi besoin d'oxygène en fait. Ce concept, il repose sur une idée très simple. On a invité notre écosystème international à offrir et partager leur vision de demain. Et donc, ce projet s'appelle Destination Inconnue parce qu'il permet d'ouvrir des fenêtres sur des imaginaires. Au final, on a eu 28 créateurs qui nous ont livré une création, des chorégraphes, des photographes, des plasticiens, des architectes. Enfin, on a eu une variété d'expressions plurielles très intéressante qui était une vraie surprise. Donc, c'était vraiment une carte blanche qui a amené en fait un imaginaire à prendre la parole avec une petite phrase d'accompagnement. Ces imaginaires venaient des États-Unis, du Brésil, de Londres. Enfin, on a eu vraiment des destinations qui étaient très, très multiples. Et c'est vrai que cette ponctuation, après, pendant quasiment 30 jours, parce qu'il y avait un imaginaire par jour, a permis d'offrir une variété, d'amener tous nos réseaux sociaux au bénéfice des créateurs pour valoriser leur démarche. C'est vrai que ça a été très apprécié par les créateurs avant tout, et puis très apprécié par les gens qui nous regardent aussi. Donc nous, on était là comme un facilitateur et un porteur pour donner écho à ces expressions. Et c'est vrai que c'était quasiment une thérapie en fait. C'était un moment pour sortir du trou, sortir de chez soi et regarder au lointain. Et je crois que ça a été un moment qui a été très bénéfique et qui nous a fait grandir en tout cas, qui a fait grandir notre écosystème, qui a fait grandir notre écosystème de créateurs, qui a rassuré nos clients et les a nourris aussi par des images un petit peu fraîches dans un temps qui était plutôt angoissant et marqué par pas assez de couleurs, on dirait. Donc c'est vrai que du coup c'est une posture de communication qui était très volontaire et qui a été très collective. Ok, merci. En tout cas, une très belle opération qui était menée par l'équipe de Tétro. Ensuite, le cinquième axe, c'est un axe qui concerne la valeur perçue. Alors, la valeur perçue, c'est finalement, dans ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de dirigeants de PME et en fait,
finalement, sur tous les marchés, on va avoir des stratégies de dumping, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez le choix, soit c'est de vous battre sur les prix, soit vous battre finalement sur d'autres critères. Finalement, maximiser la valeur perçue, c'est se battre pour offrir le meilleur retour sur investissement, qui est sans doute finalement le l'objet de la recherche de vos clients, de vos futurs clients. Je vais reprendre mon exemple de Fujifilm pour illustrer cela, parce que finalement, offrir le meilleur ROI, c'est souvent savoir se décaler par rapport à la demande qui vous est faite. En fait, le marché de la photo numérique, il se décompose en trois grands marchés. Là, je parle de la photo numérique expert, c'est-à-dire les amateurs éclairés et les professionnels. Vous avez, et ces marchés, en fait, sont liés à à des tailles de capteurs que je vous ai mis là en image. Donc, sur ce marché, vous avez le format APS-C, vous avez le format full frame qui correspond globalement à ce que vous connaissiez peut-être en pellicule photo 24-36, et vous avez le moyen format, qui est donc le plus grand format aujourd'hui de capteurs numériques. Le gros du marché, c'est-à-dire là où se trouve toute la concurrence, c'est sur le format full frame. Donc, vous retrouvez ici des Sony, des Nikon, des Canon, etc. Tout le monde se bat sur ce marché-là. Et Fujifilm, moi j'aime bien avoir des histoires qui continuent dans le temps. Donc Fujifilm a choisi un positionnement très différent de ses concurrents. C'est-à-dire qu'il s'est positionné sur de l'APS-C très haut de gamme, donc qui rentre en concurrence directe avec une partie du marché des full frame, en offrant des fonctionnalités qui sont très proches, voire pour certaines supérieures à des appareils full frame. Et il offre une autre gamme de produits qui est une gamme de moyen format, mais une gamme de moyen format qui est très accessible. Parce que sur le moyen format, on peut être sur des appareils photo qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, ils offrent une des gammes les plus accessibles en moyen format. Et ce faisant, si vous voulez, ils prennent en tenaille un peu ce marché du full frame. Alors pourquoi je vous montre cet exemple? C'est pour vous montrer l'importance du décalage en fait, et le fait de se décaler dans sa proposition, de se décaler un peu dans ce qu'on peut offrir à un client, permet aussi de faire la différence dans un marché où la concurrence sera extrêmement rude. Peut-être un petit mot, Mathieu, sur ce sujet? C'est vrai que le critère de sélection des rares sujets qui viennent à nous, parce que c'est vrai que le marché est encore bien calme, malgré tout, il est beaucoup plus fort que d'habitude, parce qu'on ne peut pas se permettre en fait, de surinvestir sur un projet qui est déjà bancal au démarrage. Donc ça, il y a une réalité en fait certaine, mais c'est un effort encore plus marqué sur cette étape-là. Le deuxième point, c'est que on est une agence créative qui s'exprime par des créateurs, donc c'est vrai que du coup, on se doit d'être encore plus en rupture. En fait, le piège serait de se ramollir en fait et de donner des copies toutes pâles pour espérer faire plaisir à tout le monde. Donc non, il faut au contraire signer très fortement, de manière assez radicale parfois. Il faut prendre des risques à chaque copie parce que si on n'en prend pas, on est foutu. Donc ça, c'est un point qui est évident. Si on devient comme tout le monde, c'est fini en fait. On disparaît. Le troisième point, c'est qu'il faut être attentif aux signaux contextuels, conjoncturels. Et c'est vrai que cette soif d'écologie qui envahit le monde, et c'est une bonne nouvelle, on doit y être aussi très attentif et que du coup, dans nos réponses, donc là, je parle des réponses qui ont lieu ces dernières semaines, le marqueur durable, en fait, a été pris à bras-le-corps sur un sujet. Et je pense, enfin, on espère que ça devienne en fait récurrent et on se doit en fait d'aller vers ça parce que les clients demandent ça, parce que la société demande ça et que du coup, c'est un point d'évolution. Merci Mathieu. Sixième axe stratégique, se positionner en spécialiste. En fait, les études que nous avons consultées, elles démontrent que les positionnements généralistes sont peu porteurs en période de crise pour une raison simple, pour plusieurs raisons simples d'ailleurs. C'est que d'abord, elles sont un positionnement généraliste est relativement peu visible puisque vous avez du mal à faire émerger des points forts qui soient des points saillants. Et un deuxième point, mais qui n'est pas négligeable, c'est que avec un positionnement généraliste,
vous dépensez de l'énergie sur de multiples sujets et donc c'est compliqué finalement d'être pertinent sur un sujet ou un autre. Euh, comment on se positionne en spécialiste? On l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas refaire la démonstration, mais c'est vraiment de choisir des couples activités produits, activités cibles, pardon, c'est d'apporter du contenu sur ces activités que vous avez choisies et ces attelages que vous avez choisis entre votre cible et, et l'activité. Apporter du contenu pour être légitime, pour être crédible et pour finalement faire la différence. Et enfin, c'est développer sa communauté, c'est développer sa communauté autour justement de ces choix que vous avez fait sur votre offre et sur vos marchés cibles. Un commentaire, Mathieu? Bah, c'est vrai que enfin, nous, on est vraiment spécialistes. On n'est pas du tout. Enfin, on a une posture qui est très spécialisée. Et alors, c'est un point de force évident. Notre communauté nous suit pour cela. Ils attendent vraiment. Enfin, ils nous identifient comme un spécialiste. Alors, avant, un peu trop marqué événementiel, comme je vous l'ai dit. Et on se recentre là sur la question des créateurs. Mais cette spécialité vraiment d'accoucheur et de sage-femme pour faire naître en fait la création, elle nous colle à la peau et elle nous permet d'être identifiés, identifiables donc sur la France et bien plus loin. Donc c'est vrai que c'est une posture qu'on n'a jamais relâchée et là encore moins qu'avant en fait. Donc là-dessus il n'y a pas eu trop de changements, mais ça reste un marqueur très important pour la suite. Pour le septième axe stratégique, en fait, c'est l'axe de l'innovation. Et là aussi, Mathieu nous apportera son éclairage parce que c'est un thème qui leur tient à cœur chez Tétro. Alors, pourquoi cet axe innovation? Parce que les entreprises innovantes sont celles qui sont aussi résilientes. Parce que ce sont ces entreprises-là, notamment, qui arrivent à décaler leur proposition et à envoyer des signes au marché qui montrent des perspectives nouvelles pour résoudre un certain nombre de problèmes qui sont rencontrés par leur marché. Néanmoins, c'est pas facile d'innover en période de crise. Pourquoi? Parce que innover, ça demande de l'investissement, innover, ça demande du temps, et c'est deux choses dont on manque cruellement en période de crise. Une façon d'innover qui est intéressante, c'est de privilégier les partenariats. Partenariats qui peuvent être de plusieurs natures, ça peut être des partenariats industriels, ça peut être des partenariats technologiques, ça peut être des partenariats marketing ou commerciaux. Cet événement auquel vous participez en assistant à ce webinaire, en fait, il est organisé par 9 partenaires qui sont des partenaires qui sont parfois des concurrents et donc qui ont choisi de s'allier pour créer cet événement et en s'alliant lui donnent une résonance qu'ils n'auraient pas eue s'ils avaient fait chacun de leur côté leur événement. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, privilégier les partenariats, identifier des partenaires avec lesquels on peut travailler et définir ensuite un cadre partenarial. Ce que j'aimerais, on va vous montrer une autre production de Tétro, puis que j'aimerais que Mathieu nous explique ce que lui apporte l'innovation. Alors, on va avoir des images d'un projet qu'on a présenté à la Fête des Lumières de Lyon. C'est un projet qui a été imaginé et designé par le collectif Scale, qui est un de nos partenaires créateurs. Nous, c'est le type de projet-là en fait, qui s'appuie donc là sur plus de 20 robots et une technologie en fait, de programmation. On suit les artistes et les studios qui les développent. On est passionné par ces registres-là parce qu'en fait, ils amènent une écriture nouvelle, ils amènent une approche de la création qui est nouvelle par des supports technologiques qui arrivent sur le marché. Donc là, c'est des robots qui viennent de Californie, de la Silicon Valley et que Joachim et son équipe ont fixé. Et du coup, cette création est née. Alors, ce projet-là, il est né en décembre et il devait donc partir en tournée en 2020. Donc tout a été arrêté par ce qu'on a connu. Mais pour autant, c'est vrai qu'on regarde devant parce que ce patrimoine de création, il nous permet de nous différencier très fortement
d'amener des images extrêmement fortes en France et dans le monde entier, et du coup de grandir et d'ouvrir des portes qu'on n'attendait pas. La décision qu'on a prise, il y a quelques semaines, c'est que tous les projets qui étaient en développement, parce que c'est des projets qui prennent parfois plusieurs mois à sortir du four, tous ces projets en développement, orchestrés par des artistes ou par des créateurs, on ne les a pas arrêtés. Et autant vous dire que la question s'est vraiment posée parce que la question financière était là. Donc ça a été un choix de dire non, on continue. On continue, on va fédérer autour de nous donc plus de monde, donc des coproducteurs, des programmateurs, pour arriver à faire et pour continuer à écrire demain. Parce que si on arrête tout, eh ben, la vie s'arrête en fait. Donc du coup, ce n'était pas le but du jeu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore plus de 5 projets en cours de développement qui vont sortir d'ici fin 20 ou début 21. Et je crois que ça, c'était important. Il n'y avait absolument pas de rationalité financière immédiate. Mais pour autant, ça permet de construire, de fédérer, d'inviter. Et puis, le rebond financier arrivera par la même occasion. Mais ça nous paraissait en tout cas absolument nécessaire, d'un côté, de valoriser les créateurs et donc de les soutenir par des mots, mais aussi de les soutenir par une action très concrète et très financière en leur disant mais les projets qui sont là, on les continue. Et ces projets, c'est des marqueurs d'innovation à chaque fois. Et ces marqueurs d'innovation, on sait là depuis 10 ans qu'ils nous ont ouvert des portes dans le monde entier et on va s'en parler juste après. Ah ben, ça fait une merveilleuse transition parce qu'un un des axes aussi en stratégie de rebond, hein, c'est l'internationalisation. Alors l'internationalisation, pourquoi? Parce que l'international lisse les aléas. Alors même dans le cadre du Covid qui a touché le monde entier, néanmoins, le Covid n'a pas touché à tous les pays avec la même intensité et n'a pas touché tous les pays en même temps. Ce qui fait que parmi nos clients qui travaillent à l'international, force est de constater que ces clients qui travaillent à l'international sont aussi ceux qui résistent le mieux, tout simplement parce que une partie de leur marché ne s'est pas arrêtée, ou en tout cas, tout leur marché ne se sont pas arrêtés en même temps. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'internationalisation. Il y a quelques règles de base. D'abord, c'est de s'internationaliser plutôt sur son cœur de métier, toujours dans la même logique, parce qu'on maîtrise ce cœur de métier, et donc ça nous assure de pouvoir offrir même à l'international des activités qui soient des activités rentables. C'est de savoir s'appuyer aussi sur des relais locaux qui sont importants parce que vous adressez à des marchés que vous ne connaissez pas, qui sont nouveaux pour vous, et donc il est très important de trouver des partenaires locaux qui sont capables de vous aiguiller sur ce nouveau marché. Et enfin, c'est de procéder par essai depuis votre base, hein, c'est-à-dire l'internationalisation, ça commence certainement pas par ouvrir des bureaux à Londres ou à Berlin. Ça commence par un essai qui se transforme et ensuite on imagine potentiellement une installation à l'étranger. En pratique, je vous conseille de faire appel à des experts. Hein, il y a beaucoup d'experts, et notamment BPI, pour vous aiguiller sur ce sujet. Mais Mathieu, tu as un témoignage là-dessus parce que tu fais partie justement de ces clients qui travaillent à l'international et donc ce sera intéressant de t'écouter sur le sujet. Nous, typiquement, on n'a pas de bureau structuré international. On est fixé à Paris et à Lyon. Mais depuis Paris et Lyon, on a présenté des projets à Singapour, à Pékin, à Montréal, un peu partout dans le monde entier. C'est vrai que c'est ces images en fait, qu'on a produites qui nous ont amenés sur de nouveaux territoires et de nouvelles occasions. Et ça, c'était le cas largement avant la crise et c'était en phase d'accélération. Donc, on a des partenaires forts en Asie, des partenaires forts à Montréal, des partenaires forts au Mexique. Enfin, c'est vrai que les projets et les rencontres amènent de nouvelles opportunités. Ce qui est frappant pendant la crise, c'est que là, chez Tétro, aujourd'hui, on traverse la crise grâce à des projets internationaux. Donc, c'est des projets basés à Londres, basés ailleurs, qui aujourd'hui nous permettent de tenir. Donc, ça, c'est une réalité. L'autre point qui est très frappant, c'est que malgré la crise, on a reçu régulièrement des demandes
Alors, je ne dis pas plus nombreuses qu'avant, mais en tout cas, les demandes sont restées là. Donc, des Émirats, ce matin de Jordanie, enfin, de Corée. Enfin, on a eu vraiment des mails assez réguliers. Donc ça, je ne les explique pas du tout. Soit les gens ont plus de temps, soit je ne sais pas, c'est incompréhensible. Après, un point qui est très important sur cette dimension internationale, c'est qu'il y a des miracles, donc des projets, on reçoit un mail de Chine, de Londres ou d'ailleurs, et le projet se transforme très vite et il se fait. Donc ça s'appelle les miracles. C'est une concordance de tout et le projet a lieu. Mais à côté de ça, il y a une déperdition qui est colossale. C'est-à-dire que le nombre de demandes par rapport au projet transformé, il est quand même très important. Et après, il faut gérer la distance, il faut gérer aussi la faisabilité. Donc aujourd'hui, dans ce contexte où le monde est bloqué, c'est vrai qu'on peut réfléchir à des idées, on peut alimenter des hypothèses ou amener du conseil à distance. Mais par contre, aujourd'hui, on est quand même très, très vite bloqué par la question de la frontière et de l'impossibilité du transport aérien qui arrête d'office quand même beaucoup de projets internationaux. Bon, après, ça va s'arranger. Donc, on est en phase de rééveil, de réouverture. Et là aussi, je pense que la demande, elle est quand même bien là et qu'il y a des territoires qui sont encore très, très impactés. Mais on sent pour autant en fait, une envie de faire et que beaucoup de choses sont décalées sur 21. Mais il y a une envie de construire demain qui est frappante dans le monde entier. Très bien, merci, merci Mathieu. Le neuvième et dernier axe stratégique concerne le management et c'est agiliser encore ces modes de management. Alors pourquoi? Parce que dans ce contexte difficile, la réactivité de votre organisation elle est cruciale hein, et l'agilité de votre organisation elle est cruciale. De notre point de vue aussi, puisqu'on on a aussi des clients qui sont très très investis et qui ont des modes d'organisation vraiment très agiles et vraiment très ouverts. On constate aussi que ce sont ceux qui ont le plus rapidement se mettre en ordre de marche, notamment pendant le confinement. Ce sont eux aussi qui réussissent finalement à passer cette période de déconfinement le plus aisément, on va dire. Donc, c'est un sujet qui est très important. Comment faire ça? D'abord, c'est de revisiter collectivement le projet d'entreprise. Il y a eu des modes d'organisation qui ont été mis en place pendant le confinement à marche forcée. Force est de constater d'ailleurs que beaucoup d'organisations ont fonctionné et parfois elles ont même mieux fonctionné qu'avant le confinement, tout simplement parce que il y a eu aussi une décentralisation notamment de la prise de décision et donc parfois on a constaté nous des accélérations hein, sur certains projets avec certains clients. Donc, c'est de revisiter collectivement le projet d'entreprise, justement pour ne pas perdre les acquis de cette expérience que vous avez tous connue pendant le confinement et le déconfinement, et de se poser la question de la façon dont on fonctionnera demain dans votre entreprise. Vous pouvez pour ça d'ailleurs explorer les méthodologies agiles parce que méthodologies agiles, elles offrent un cadre qui est aujourd'hui très bien documenté et très bien structuré pour justement imaginer une entreprise qui fonctionne différemment. Donc, ce sont vraiment des sujets sur lesquels vous pouvez vous pencher de façon appuyée. Enfin, en tout cas, je ne saurais que vous y encourager. Un petit mot là-dessus, Mathieu, sur l'organisation, ton équipe et la façon dont vous avez traversé cette période. C'est un point qui est fondamental parce que c'est vrai que une entreprise, c'est une équipe et la crise touche tout le monde. On a eu un souci très fort d'informer en fait l'équipe de l'évolution de la situation. Qui pouvait inquiéter, qui pouvait perturber, avec un rapport au travail qui changeait complètement. Enfin, donc, il y avait déjà ce souci d'information et qu'on continue parce que c'est un processus qui est long.
Le deuxième point, c'était d'inviter en fait les collaborateurs à se mettre autour de la table. Alors sur Zoom au départ et maintenant réellement pour partager en fait cette réflexion stratégique et il fallait qu'elle soit en harmonie avec la vision de tout le monde. Donc c'est vrai qu'on l'a impulsé, mais après c'est une copie qui est restée très ouverte. Et le troisième point, c'était ensuite de l'appliquer, de l'exécuter. Donc là-dessus, si la direction générale reste seule à tout faire, c'est un naufrage assuré. Et du coup, c'était rendre multiple en fait, et vraiment augmenter la résonance de cette action-là pour rencontrer un maximum de personnes avec des versions qui sont différentes, mais chacun a ses mots, chacun a ses approches et son écosystème aussi. Donc, c'est ce qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui. Et c'est vrai que cette petite équipe est en train de faire en sorte d'écrire demain. Et je pense que c'est très important et c'est très important de fédérer tout le monde autour de la situation, de ce problème majeur pour trouver la clé et puis ensuite faciliter la prochaine épopée. En fait, c'est complètement en cours. Tétro a un marqueur fort, c'est que l'agence aura 10 ans en octobre, donc on était plus tourné sur la fête anniversaire des 10 ans depuis quelques mois. Autant vous dire que l'énergie déployée s'est profondément recentrée sur la réalité du monde et qu'au final, on va continuer à écrire. Okay. Merci Mathieu. Donc, après ces 9 axes stratégiques, en fait, il nous a semblé important non pas de finir par une conclusion, mais plutôt d'ouvrir un peu les espaces et se dire, voilà, mais quelles seront demain les perspectives et où est-ce qu'on pourrait trouver des relais de croissance. Donc, on a essayé d'en déterminer et d'en trouver 4. Parce que après, ce sera différent peut-être. Alors, loin de moi l'idée d'exposer ici en fait, ou de lancer le sujet du nouveau monde. Hein, c'est pas le sujet, mais plutôt de dire, voilà, il y a des choses quand même qui émergent. Et ces mouvements qui émergent, qui sont principalement des mouvements sociétaux, ce sont des mouvements qui feront naître aussi des perspectives de développement pour vos entreprises. Et ce sont des mouvements donc auxquels il faut s'intéresser. Alors le premier mouvement qu'on a identifié, c'est ce qu'on appelle le Future of Work, hein, qui a été mis en avant notamment par le succès du télétravail, le succès forcé du télétravail pendant le confinement. Mais globalement, le télétravail, ce n'est que la face immergée de l'iceberg que représente ce sujet et des impacts potentiels que peut avoir ce sujet sur l'évolution de la société. Pour prendre les choses par le petit bout de la lorgnette, j'ai lu la semaine dernière qu'un entrepreneur américain avait créé en quelques semaines une chaîne de magasins qui a pour thème l'équipement individuel de télétravail et qui rencontre pas mal de succès. Et donc, je me suis dit, voilà, ce mouvement-là fait naître voilà, des perspectives nouvelles. Ce matin, il y avait un article assez long article, je crois, dans les Échos concernant l'immobilier d'entreprise, hein, qui est très, très chahuté en ce moment et qui est en train aussi de se réinventer, de se repenser. Donc ça aussi, ça fera naître de nouveaux besoins et sans doute de nouveaux champs d'exploration pour vos entreprises. Ensuite, Mathieu l'a abordé tout à l'heure, c'est le poids finalement, c'est le poids de l'écologie dans la société, dont personnellement je me réjouis. Et c'est le poids de l'écologie que j'appellerais active, c'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques mois, les entreprises étaient plutôt dans une stratégie de réduction d'impact, hein, c'est-à-dire qu'elles réfléchissaient à la façon dont elles pouvaient avoir un impact le plus réduit possible sur leur environnement.
Aujourd'hui, on est passé à une phase différente, c'est-à-dire que lorsque vous avez un groupe comme Danone, par exemple, qui inscrit dans sa mission une mission liée à l'écologie, on n'est plus du tout juste dans la réduction d'impact, on est dans l'invention d'un nouveau modèle. Et là aussi, cet axe écologie, c'est un axe aussi qui sera un territoire à explorer par les entreprises et sur lequel il y aura certainement beaucoup de choses à faire. Un troisième point, c'est l'utilité, parce que cette crise du Covid-19, elle a fait émerger dans tous les pays, hein, pas qu'en France, une réflexion finalement individuelle qui était de dire mais qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est utile pour moi, qu'est-ce qui est utile pour la société, etc. Donc là aussi, ça va être ça va être un axe de réflexion qui peut faire émerger des pistes nouvelles pour les entreprises, c'est-à-dire finalement, c'est quelle utilité j'apporte au monde avec mon entreprise dans les mois, dans les années qui viennent et qui ça pourra faire aussi émerger des pistes de développement. Et enfin, le quatrième point, pardon, ça va faire plaisir à Mathieu, c'est la création, c'est-à-dire que globalement, la création, elle nous a beaucoup manqué pendant les phases de confinement. Et c'est ce manque-là, d'ailleurs, qui a fait qui nous a tous fait collectivement prendre conscience de la place de la création dans notre univers, mais aussi dans notre bien-être individuel et collectif. Et puis, la création, c'est ce qui porte aussi, c'est ce qui nous permet et qui permet aux entreprises, finalement, de se projeter vers des visions innovantes de leur métier, de leur environnement, de leur façon de fonctionner, etc. Donc, la création aussi, c'est un vecteur qui sera très important de prendre en compte dans les années, dans les mois et les années qui viennent. Donc, on a fini avec notre présentation. Peut-être y a-t-il quelques questions avant qu'on conclue complètement. Je suis pas sûr. Je vais, je vais, je vais voir. Non, on n'a pas vraiment de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question. Donc, en tout cas, pour ma part, j'étais très heureux d'être avec vous cet après-midi, d'avoir pu partager cette réflexion autour des stratégies de rebond. Un grand merci à toi, Mathieu, parce que d'abord, c'était très sympa de le faire avec toi, et puis c'est un plaisir quotidien de travailler à tes côtés. Donc voilà, merci encore de ta participation très active et très inspirante. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Vous avez mes coordonnées sur ce dernier slide si vous souhaitiez prolonger la discussion ou me poser des questions après ce webinaire. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.